Il y a 2 ans vendredi, le 15 janvier 2019, commençait le grand débat national, un grand débat annoncé par Emmanuel Macron le 18 décembre 2018, alors que le mouvement des Gilets jaunes avait commencé un mois auparavant, le 17 novembre. Ce grand débat a donc commencé le 15 janvier à Grand-Bourteroulde dans l'Eure, un grand débat dont le gouvernement voulait qu'il fasse remonter les souhaits des Français autour de 4 thèmes: transition écologique, fiscalité, démocratie et citoyenneté, organisation de l'État et des services publics. 2 ans après, un débat s'imposait et c'est pourquoi c'est le débat de la semaine dans le Grand Matin Week-end de Sud Radio. 2 ans après, le grand débat national a-t-il servi à quelque chose? Et pour le moment, vous êtes 98,2% à dire non sur Twitter. Avec nous pour en débattre, Didier Lebray, diplomate. Il s'est engagé aujourd'hui avec un collectif de jeunes volontaires. Ça s'appelle Rendez les doléances du grand débat. Il est par ailleurs auteur du livre L'homme au défi des crises chez Robert Laffont. Bonjour. Bonjour Philippe. Et Benjamin Cauchy, qui était un des leaders des Gilets jaunes à l'époque. Bonjour Benjamin Cauchy. Bonjour Philippe David, bonjour à tous. Tiens, on va commencer, je vous posais la même question à tous les deux. Benjamin Cauchy, j'aimerais revenir 2 ans en arrière, enfin 2 ans et 1 mois en arrière. Comment avez-vous vécu l'annonce du grand débat le 18 décembre et ces grands routs avec le président de la République débattant en chemise au milieu des gens pendant 3, 4, 5, 6, 7 heures? Alors, si on doit répondre de façon objective, à titre personnel, comme des millions de Français, on a pu y croire. On a pu croire que le président de la République allait poser l'ensemble des sujets importants sur la table, puisque de l'étincelle d'une hausse de taxes sur les carburants, on est sorti de nombreuses doléances, de nombreuses demandes de la population, et notamment dans la France périphérique. Moi, j'habite en banlieue de Toulouse, et je peux vous assurer que la crise était forte. Donc, on y a vu un espoir. Mais cet espoir s'est rapidement transformé dans une sorte de série Netflix où Emmanuel Macron arrivait tel un télévangéliste pendant des heures et des heures tous les soirs, de 18h à 22h, de manière à nous faire croire qu'il nous écoutait. Mais en fait, non, il nous demandait de l'écouter. Donc l'espoir est vite tombé en désuétude et une grande insatisfaction, je dirais même une grande frustration, en a accouché finalement. Didier Lebray, vous vous souvenez quand le 18 décembre 2018, Emmanuel Macron annonce qu'il va y avoir un grand débat national, il va aller à Grand-Bourteroulde, à Souillac, à Sartrouville, un peu partout sur le territoire. Et quand vous avez vu ces grands routs, parce que c'était quand même impressionnant, en bras de chemise, les manches relevées, parler pendant 3, 4, 5, 6 heures. Il s'est mis au centre de l'arène, donc il y a toujours un risque à aller au milieu. Et, 1 an plus tard déjà, parce que là on fête les 2 ans, j'ai réécouté certains reportages qui ont été faits notamment par les télévisions régionales, et c'était frappant déjà de voir que seulement 1 an après, les gens étaient extrêmement déçus. Donc 2 ans après, j'imagine, entre-temps il s'est passé ce que vous savez, le Covid. Ça, c'est une affaire qui est paradoxale, parce que quelque part, c'était une bonne idée de remettre au centre la parole du peuple, des gens, leur demander au fond ce qui n'allait pas et qui s'expriment librement. Simplement, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'était un débat, vous l'avez rappelé, 4 thèmes étaient imposés, donc bon, très bien, on peut avoir envie de cadrer le débat, mais ce qui était le plus intéressant, c'était d'entendre la parole libre des gens. C'est pour ça que nous, on tient absolument à ce que les doléances soient rendues publiques et mises en ligne, parce que c'est une parole qu'il faut écouter, et celle-là, jusqu'à présent, elle n'a pas été écoutée. Alors justement, Benjamin Cauchy, est-ce que finalement, ce type de grand débat, c'est pas la négation de la démocratie représentative? Parce que pour donner la parole au peuple, dans la Ve République, il y a une petite chose qui existe, ça s'appelle le référendum. Une petite. Mais vous savez, c'est peut-être un euphémisme. On est d'accord. Non, je crois qu'Emmanuel Macron a une inspiration gaullienne uniquement au moment des commémorations et pour flatter une part de son électorat de centre droit. Mais de façon concrète, on a bien compris depuis le début du quinquennat qu'Emmanuel Macron avait peur finalement d'interroger les Français, en tout cas de prendre acte de leurs réponses. Donc, je ne pense pas que ce grand débat était allé à l'encontre de la démocratie représentative, et c'est ce que réclamaient les Gilets jaunes, quelle que soit leur tendance politique sur les giratoires, sur les ronds-points dans les rues, c'est qu'ils soient de gauche ou de droite, ils exprimaient le fait que les représentants des citoyens dans les parlements, à l'Assemblée nationale ou au Sénat, n'exprimaient pas l'entièreté des aspirations des Français. Donc un grand débat, l'émergence d'une démocratie participative avec l'expression citoyenne, c'était quelque chose de positif. Je suis d'accord avec vous, Philippe, effectivement, la Constitution nous permet, par 2 articles différents dans la Constitution, le 11 et 69 de mémoire, de pouvoir faire exprimer aux Français des points de vue sur des situations importantes. Et finalement, qu'est-ce qu'il en a accouché ?
si j'ai bien compris, on va limiter les voitures à 30 km/h dans les rues. Voilà ce qui en ressort finalement de tous ces grands débats. Didier Lebray, on nous a promis un référendum sur l'écologie dans la Constitution. Est-ce que ça n'aurait pas été mieux pour éteindre le feu des Gilets jaunes de faire un référendum plutôt que de faire un tour de France avec le grand débat national? Il y a eu quand même deux débouchés politiques, si j'ose dire, au grand débat national. Le premier, ça a été la Convention citoyenne pour le climat, qui pour le coup a été une expérimentation à grande échelle. 150 citoyens tirés au sort qui ont joué le jeu, qui sont arrivés à peu près dans le même état de connaissance que n'importe quel Français sur des sujets qui sont extraordinairement complexes. Ce qui pose peut-être problème, soit dit en passant. Oui et non, parce qu'au bout de 9 mois d'agnostic ou d'incrédule ou d'incroyant, ils sont passés à un niveau d'expertise extraordinaire et ensemble, ils ont établi des points d'équilibre sur tous les sujets qui sont les plus complexes, entre la fameuse fin des mois et la fin du monde. Donc c'est une expérience très positive dans la mesure où ça permet aux citoyens d'être un acteur de la démocratie. Et pour revenir sur votre question, il ne faut pas opposer la démocratie participative à la démocratie représentative. On a besoin d'élire nos représentants, c'est clair. C'est un des grands progrès des Lumières et d'un fonctionnement démocratique de nos sociétés. Mais entre deux élections, il faut que la démocratie respire. Et aujourd'hui, ce qui est dommage, pour répondre directement au sujet du jour sur qu'est-ce qu'on enregistre comme progrès à l'issue du grand débat national, sur le fonctionnement des institutions. Que ce soit une introduction d'une dose de proportionnelle, que ce soit la reconnaissance législative, que ce soit le vote, la reconnaissance du vote blanc, que ce soit le référendum d'initiative citoyenne. Sur tous ces sujets, ou la réduction du nombre de députés, puisque ça fait partie des doléances fortes exprimées. Sur tous ces sujets, Macron s'est retrouvé dans la situation où il ne pouvait plus réformer, compte tenu de l'état de crispation du pays. On voit bien qu'aujourd'hui, tout ça a été passé par perte et profit. Et il ne faut pas oublier aussi, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, le grand débat, il est intervenu aussi dans des conditions qui étaient un peu biaisées. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, parce que c'était la politique qu'il avait vendue aux Français, Macron avait exclu toute hausse de SMIC, il avait exclu tout débat sur la CSG, il avait exclu de revenir sur l'ISF. Donc c'était un débat qui était cadré. Quand il pose la question aux Français, qu'est-ce que vous voulez faire comme réduction dans la dépense budgétaire pour pouvoir justement avoir moins d'impôts, parce que c'était une demande très forte, trop de pression fiscale, il demande aux gens de choisir entre la santé, l'éducation, etc. Donc on voit bien qu'on était quand même dans un cadre qui était un peu biaisé. Alors justement, il y avait 4 points: la transition écologique, la fiscalité, démocratie et citoyenneté, organisation de l'État et des services publics. Benjamin Cauchy, des 4 sujets qui ont été traités, quel est celui qui pour vous a été le mieux traité et celui qui est, on va dire, un peu passé à l'as? Celui qui a été le moins bien, épargné, on va dire, par Emmanuel Macron, si je peux être cynique à mon tour, c'est la question écologique, effectivement, avec la Convention sur le climat. Concernant la fiscalité, on l'attend toujours. Concernant la réforme constitutionnelle, votre compère en studio l'a effectivement très bien fait. Didier Lebray, a été extrêmement juste. Et je pense principalement que c'est la réforme constitutionnelle qui est passée à côté et qui était pour moi la colonne vertébrale de cette crise des Gilets jaunes. Moins de parlementaires, mieux représentés, un RIC plus accessible et puis une démocratie plus dynamique. Et donc, faut quand même, si on se remet un petit peu dans le contexte, il y avait eu déjà des discussions à l'époque avec l'ancien président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, et Gérard Larcher, président du Sénat, et Emmanuel Macron, afin d'instaurer et de mettre en place cette réforme constitutionnelle. Vous savez qu'il faut 60% du Parlement pour que ça puisse passer, ou alors par référendum. Mon Dieu, quel gros mot ose dire référendum. Quoi qu'il en soit, c'est l'affaire Benalla. C'est l'affaire Benalla au 2e trimestre 2019 qui a rendu complètement caduque cette 2018 politique. En 2019. Non, mais ça explose en 2018, en juillet 2018, l'affaire Benalla. Alors, Ah oui. Juste après la victoire de la France en Coupe du Monde, je peux vous le dire, une semaine après. Bon, ok, très bien. Bon, quoi qu'il en soit, il a été complètement laminé par toutes les vicissitudes politiques et il n'a pas pu mettre sur la table cette réforme constitutionnelle. Je crois que c'est le mal principal. Et finalement, tous les Français qui se sont exprimés dans des cahiers de doléances, qui se sont exprimés dans des associations, des Gilets jaunes qui avaient décidé de poser le gilet, de rentrer dans des salles des fêtes, dans des conseils municipaux, dans des salles de conseils municipaux que les élus, quelle que soit leur couleur, avaient ouvert pour s'exprimer, pour mettre tout sur la table. Des gens qui étaient dans une expression orale ou qui étaient sur un exutoire de Facebook ou autres réseaux sociaux pouvaient parler, écrire et s'exprimer. Je crois que c'est le mal profond. Concernant la fiscalité, il n'y a strictement rien eu. Et je suis d'accord avec vous. On a demandé aux Français s'ils voulaient manger du fromage ou du dessert.
mais on leur a même pas demandé s'ils avaient faim. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le débat était pipé, était vissé, et donc grande frustration est née. Peut-être que Emmanuel Macron comptait sur la résignation des Français. Mais je suis convaincu que malgré la crise du Covid, le mal-être national existe toujours. Ça, c'est sûr et certain. Didier Lebray, des 4 sujets, lequel a été le mieux traité et lequel a été le moins bien traité en conséquence? Je pense qu'il s'est passé quelque chose d'intéressant pour changer la perception qu'avait une partie peut-être de nos élites de ce qui se passe dans les territoires. C'est d'abord une affaire, si j'ose dire, territoriale que celle des Gilets jaunes. C'est des gens ordinaires, si j'ose dire, qui tout d'un coup en ont ras-le-bol d'être totalement invisibles, de ne pas être consultés, et d'avoir le sentiment que tout ce qui est fait un peu contre eux. Donc ça, sur la perception que nos territoires existent, qu'ils ont de la vitalité, il ne faut pas oublier que vous avez 80% des gens qui rêvent de vivre à la campagne. Oui. Vous avez 22 millions de Français qui vivent dans des communes rurales. Donc moi, s'il y a une chose que je trouve très positive dans ce grand débat national, c'est que ça a donné la parole, ou ça a redonné la parole à une partie de la France qui jusqu'à présent était muette. Et ils ont dit ce qu'ils avaient sur le cœur, et c'était bien de les entendre. Mais si c'est pour le classer dans les archives des préfectures... Ah oui, alors ça a été classé dans les archives des préfectures, mais par ailleurs, il y a eu quand même, faut reconnaître, sur les territoires, le gouvernement a lancé ce qu'il a appelé un agenda rural. Donc il y a une centaine de mesures sur les services de proximité, sur les petites lignes ferroviaires, sur la façon de revitaliser les centres-villes des communes de moins de 20 000 habitants. Enfin bref, il y a eu toute une série de mesures. Je ne dis pas que ça a été mis en œuvre, je dis en tout cas qu'il y a un agenda qui a été adopté et qui correspond à un vrai besoin. Donc ça, c'est positif. Eh bien, c'était le débat du dimanche. Merci beaucoup à vous, Didier Lebray, diplomate. Vous êtes engagé dans l'action citoyenne avec l'appel « Rendez les doléances ». C'est un collectif. On peut vous trouver sur Internet. Vous avez écrit le livre « L'homme au défi des crises » chez Robert Laffont. Merci Benjamin Cauchy. Vous étiez un des leaders des Gilets jaunes à l'époque. Verdict sur Twitter, vous êtes 98% à dire non. Non, le grand débat national n'a servi à rien pour vous. Dans quelques instants, Thomas Binet, Osez investir, les invités pour l'hebdo, Alexandre Claudet, le président d'Estiam, et pour le club, Christophe Robert, le directeur général de la Fondation Abbé Pierre. Restez bien avec nous sur Sud Radio.